Comme tu le sais, toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, dans un certain ordre. Mais devine quoi? 2 planètes pourraient entrer en collision l'une avec l'autre et provoquer une catastrophe cosmique. Voici Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire. Elle est 17 fois plus lourde et 4 fois plus grosse que la Terre. Elle se trouve à 30 unités astronomiques du Soleil. Une UA est la distance entre le Soleil et la Terre. Elle est donc 30 fois plus éloignée de notre étoile que nous ne le sommes. Et Neptune fait un tour complet autour du Soleil en 164 ans, sur une orbite presque circulaire. Neptune est froide, calme et stable. Mais une planète pourrait perturber cet équilibre. Pluton. C'est une planète naine couverte de roches et de glace. Elle est 6 fois plus légère et 3 fois plus petite que notre Lune. C'est son orbite qui nous intéresse. Si tu regardes une carte du système solaire depuis le haut, tu peux voir que son orbite n'est pas ronde, mais elliptique. C'est donc un cercle légèrement aplati. À son point le plus éloigné, Pluton se trouve à 49 unités astronomiques du Soleil. Lorsqu'elle se déplace, elle se rapproche de l'étoile. À son point le plus proche, Pluton se trouve à environ 29,5 UA du Soleil. C'est plus proche que Neptune. Donc hypothétiquement, elle pourrait entrer en collision. Regardons cette potentielle collision de plus près, encore plus près. Bien, Neptune et Pluton se rapprochent lentement l'une de l'autre. Ce sont 2 mondes très froids, mais ils commencent à interagir l'un avec l'autre par gravitation, comme 2 aimants. Cela les réchauffe de l'intérieur. Neptune est une géante gazeuse, dépourvue de surface solide. Il n'y a donc pas encore beaucoup de changements. Mais Pluton a une surface rocheuse. À cause de l'influence gravitationnelle de Neptune, elle commence à se fissurer. Pluton subit continuellement des tremblements de terre. Cela la fait chauffer encore plus. Lorsque Pluton touche presque la géante gazeuse, elle commence à s'effriter de l'intérieur. De plus, Neptune a une atmosphère très dense. La planète naine commence donc à s'enflammer à cause de la friction avec les gaz de la haute atmosphère. Pluton est maintenant très chaude d'un côté et très froide de l'autre. Cela provoque une grave déformation et elle commence à s'effriter. La moitié des fragments de la planète naine restent dans l'orbite de Neptune. Ils entreront en collision les uns avec les autres jusqu'à ce qu'ils se transforment en poussière et deviennent de nouveaux anneaux de la planète géante. D'autres fragments se consumeront dans l'atmosphère de Neptune. Et les plus gros rochers qui restent de Pluton tomberont sur Neptune jusqu'à ce qu'ils soient complètement pulvérisés. Neptune a donc littéralement avalé Pluton et a continué son orbite sans aucun changement. Tout cela parce que la géante gazeuse est 20 fois plus grande et beaucoup plus lourde que la planète naine. Cette collision ne ferait donc aucun mal à Neptune. Mais cela ne peut pas vraiment se produire, car leurs orbites ne se croisent pas vraiment. Regardons à nouveau la carte du système solaire. Pas d'en haut, mais de côté cette fois. Les 9 planètes ici présentes sont toutes sur une ligne horizontale à partir du Soleil. La distance qui les sépare est grande et leurs orbites ne se croisent pas. Voici l'orbite de Pluton. Tu peux voir qu'elle est inclinée par rapport à la ligne horizontale de toutes les planètes. Elle commence au sommet, puis plonge sous les orbites des planètes et revient. Donc Pluton ne peut jamais entrer en collision avec Neptune. Pourtant, des collisions planétaires se sont déjà produites dans notre système solaire. Et c'est même grâce à ces collisions que la vie est apparue sur Terre. Remontons le temps jusqu'à il y a presque 4,5 milliards d'années. Cette boule de lave chaude, c'est la Terre. Elle vient de se former à partir d'un nuage de poussière et a commencé à refroidir. Mais alors, une planète errante de la taille de Mars est apparue à l'horizon. Elle s'appelait Theia. Elle s'est inévitablement approchée de notre planète. La collision avec Theia s'est produite à un angle parfait. Si Theia nous avait percuté de plein fouet, les 2 planètes auraient été réduites en miettes. Mais elle nous a frappé presque à la tangente. Theia a arraché une partie de la matière de la jeune Terre et s'est elle-même réduite en miettes. Elle ne pouvait plus continuer son voyage car la Terre l'a prise dans son piège gravitationnel. Un grand fragment de cette planète est resté dans notre orbite. Des fragments plus petits se sont écrasés les uns sur les autres, tombant sur Terre ou rejoignant les restes de Theia. La poussière est retombée et nous pouvons voir cette image familière, la Terre et la Lune. C'est la principale théorie sur la façon dont nous nous sommes retrouvés en compagnie de notre satellite naturel. Les scientifiques affirment que c'est cette collision qui a provoqué l'apparition de la vie sur Terre. Theia a apporté beaucoup de glace qui s'est transformée en eau sur notre planète. La nouvelle Lune a stabilisé la rotation de la Terre et les conditions sur la planète sont devenues idéales pour l'émergence de la vie.
Un autre genre de collision pourrait créer une onde de choc qui s'étendrait sur des milliers d'années-lumière. Une collision stellaire. Cela se produit généralement dans les systèmes binaires avec une naine blanche et une étoile régulière comme notre Soleil. Une naine blanche est le reste d'une étoile qui s'est éteinte. Lorsque les étoiles se rapprochent, elles commencent à se déplacer l'une autour de l'autre dans une danse en forme de spirale. La naine blanche tire vers le bas les couches supérieures de la plus grande étoile. Ce plasma chaud et cette poussière d'étoiles forment un disque lumineux. Les deux étoiles se rapprochent de plus en plus. Lorsqu'elles fusionnent enfin, cela provoque une réaction en chaîne dans le cœur de l'étoile chaude. La masse de matière exerce une pression trop forte sur le cœur de celle-ci. Les entrailles de l'étoile combinée se réchauffent alors encore plus et elles se dilatent, créant une supernova. C'est l'un des événements les plus brillants de l'univers. La lumière de l'explosion peut être vue à des centaines d'années-lumière. Une autre vision spectaculaire est la collision d'une étoile avec un trou noir. Les trous noirs sont les objets les plus lourds de l'univers et leur gravité est incroyablement forte. Alors quand une étoile et un trou noir se rapprochent, le trou noir commence à manger la matière plus légère de l'étoile. Le plasma chaud, comme des spaghettis, se dirige vers le cœur du néant noir. Pour un observateur, ce plasma semble se déposer sur le bord même du trou noir. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Il se trouve que le temps est considérablement ralenti près d'un objet aussi lourd. On a donc l'impression que la matière reste sur l'horizon des événements, mais en réalité, elle est partie depuis longtemps au cœur du trou noir. Alors qu'il se rapproche encore plus, le trou noir commence à déchirer littéralement l'étoile et l'avale entièrement. À ce stade, le trou noir recrache environ la moitié de la masse de l'étoile sous la forme d'un faisceau d'énergie sortant directement de son cœur. L'autre moitié de la masse de l'étoile devient de la nourriture pour cette bête noire. Nous connaissons de nombreux trous noirs dans notre univers. Les plus lourds d'entre eux se trouvent généralement au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Mais que se passerait-il si deux trous noirs entraient en collision l'un avec l'autre? Les scientifiques ont eu l'occasion d'observer un tel événement. Deux trous noirs pesant respectivement 66 et 85 masses solaires se sont progressivement rapprochés l'un de l'autre. Ils ont dansé ensemble, faisant dévier la lumière qui passait près d'eux. Mais ensuite, ils ont fusionné en un énorme trou noir, pesant 142 masses solaires. À la même seconde, le nouveau trou noir a libéré des ondes gravitationnelles dans l'espace avec une énergie de 9 masses solaires. Les scientifiques ont pu capter ces ondes et observer la fusion des deux trous noirs. Mais cet événement s'est en fait produit il y a environ 17 milliards d'années. Nous ne le voyons que maintenant car les particules de lumière et les ondes gravitationnelles ont mis énormément de temps à parcourir la distance de 17 milliards d'années-lumière jusqu'à la Terre. Considère maintenant une collision à l'échelle galactique. Littéralement, il s'agit d'une collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Cet événement se produira dans 4,5 milliards d'années, alors reste à l'écoute. La Voie lactée compte environ 100 milliards d'étoiles, tandis qu'Andromède en compte environ 1000. Lorsque les galaxies s'approcheront l'une de l'autre, elles feront plusieurs cercles l'une autour de l'autre. À ce moment-là, certaines étoiles seront peut-être éjectées de leur galaxie comme par un lance-pierre. Puis, la Voie lactée et Andromède commenceront à fusionner. Un scénario possible est que notre système solaire entre en collision avec un autre système stellaire d'Andromède. Dans ce cas, il pourrait y avoir une collision stellaire et une supernova par la suite. Notre monde serait détruit. Une autre possibilité est que le Soleil soit éjecté dans l'espace noir. Dans ce cas, nous ne remarquerons peut-être même pas la différence. Tout ce que nous verrons sur Terre, c'est un ciel étoilé qui disparaît progressivement, car notre système solaire voyagera dans l'espace, loin de sa galaxie d'origine. Mais le scénario le plus probable est que lorsque les galaxies fusionneront, cela se fera sans aucune douleur pour nous. En fait, l'espace est très vaste, et il y a de la place pour toutes les étoiles des deux galaxies. La seule différence, c'est que nous verrons beaucoup de nouvelles étoiles dans le ciel nocturne, ainsi que des soucoupes volantes venant d'Andromède. Ou pas, mais ce n'est pas la collision des galaxies qui devrait nous inquiéter, c'est notre Soleil. Dans 4,5 milliards d'années, il deviendra une géante rouge. Il va s'étendre, engloutissant les planètes les plus proches. La Terre deviendra probablement la planète la plus proche du Soleil. Il fera si chaud que toute vie disparaîtra tout simplement. Et personne ne pourra assister à la collision galactique. Préparez-vous pour un voyage époustouflant à travers les merveilles de la planète Neptune.
Lorsque la célèbre sonde Voyager 2 a atteint Neptune en 1989, elle a découvert quelques surprises incroyables. Imaginez 6 nouvelles lunes, des anneaux fascinants et 2 tempêtes déchaînées qui pourraient vous faire dresser les cheveux sur la tête. Ces tempêtes n'étaient pas des orages ordinaires. Il s'agissait de vents tourbillonnants dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud de Neptune et se déplaçant à une vitesse incroyable de 2500 km/h. Les astronomes ont été stupéfaits. La première a été baptisée la Grande Tache Sombre et la seconde a été très originalement appelée Petite Tache Sombre, même si les tempêtes avaient disparu au moment où le télescope spatial, Hubble, a pointé son objectif vers Neptune. Les scientifiques étaient toujours impatients de découvrir les secrets qui se cachent derrière leurs vents furieux. Au cours des années suivantes, nous avons trouvé plusieurs autres points similaires sur Neptune. Hubble a été notre paparazzo interstellaire, saisissant des images à couper le souffle de ces tempêtes démentielles. En 1994, il a pris des clichés montrant que les 2 taches précédemment observées par Voyager 2 s'étaient volatilisées, prouvant que ces tempêtes ne duraient pas bien longtemps. Enfin, du moins, pas à l'échelle de ces planètes géantes. Plus tard, en 2015, des astronomes analysaient des images d'une petite tornade sur Neptune. Et ils ont remarqué que quelque chose d'extraordinaire se passait. D'éclatants nuages blancs ont commencé à tourbillonner à un endroit différent. Et en 2018, bingo! Une énorme tempête sombre, aussi grande que la Terre, s'est manifestée juste là. C'était la première fois que nous assistions de nos propres yeux à la naissance de cette tempête. Imaginez être présent pour assister à la naissance d'une tempête de type Grande Tache Sombre sur Neptune. C'est comme observer un miracle cosmique se produire. Cet événement a donné aux scientifiques de nouvelles informations sur ces mystérieuses tempêtes. Donc, nous connaissons maintenant 6 grandes taches sombres sur Neptune. Et voici le plus étrange. Ces immenses tempêtes sur Neptune se comportent très différemment de la célèbre grande tache rouge de Jupiter, par exemple. Les grandes taches sombres ont la liberté de se promener tout autour de la planète avant d'être finalement déchirées par les vents puissants dans la haute atmosphère de Neptune. Elles sont comme des nomades planétaires. Puis, lorsque la nouvelle tempête est apparue, les scientifiques ont remarqué quelque chose de fascinant. Des nuages blancs éclatants, composés de méthane gelé, flottaient au-dessus de la tempête. Cette découverte nous suggère que ces grandes taches sombres se forment plus profondément dans l'atmosphère de Neptune que nous le pensions auparavant. C'est comme si la tempête commençait à se préparer en profondeur et poussait les nuages de méthane jusqu'au sommet. Un peu comme lorsque vous voyez des nuages duveteux se former au-dessus du sommet d'une montagne. En comprenant ce lien, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur le fonctionnement de ces tempêtes et ce qui les rend si uniques. L'équipe de recherche a également estimé à quelle fréquence ces tempêtes fantastiques apparaissaient sur Neptune. Il semble qu'elles surgissent tous les 4 à 6 ans, et chaque grande tache sombre vit une vie relativement courte d'environ 2 ans. Certaines, cependant, parviennent à tenir jusqu'à 6 ans, une longévité impressionnante. Mais il y a encore tant de choses que nous ne savons pas sur ces tempêtes fascinantes. Nous sommes impatients de mesurer la vitesse de leur vent, par exemple. Les scientifiques estiment qu'ils sont d'environ 360 km/h. C'est assez similaire à la vitesse des vents à l'intérieur de la grande tache rouge de Jupiter. Heureusement, davantage d'observations et d'analyses de Hubble nous aideront à percer ces mystères et bien plus encore. Mais il y avait un autre casse-tête qui laissait les scientifiques perplexes. Imaginez ceci, en dépit du fait qu'elle soit plus éloignée du Soleil que sa voisine Uranus, Neptune était en réalité plus chaude. Faisons une pause un instant et réfléchissons à ce que plus chaude signifie sur une géante de glace comme Neptune. Contrairement à notre Terre bien ferme, nous ne pouvons pas insérer de thermomètre dans sa surface. Nous ne pouvons que jeter un coup d'œil aux couches extérieures, ce qui signifie que nous n'obtenons pas une image complète. Nous devons donc nous fier aux mesures de température prises à différentes altitudes, puisque le noyau de Neptune est probablement assez petit. En prenant ces mesures, les scientifiques ont découvert que Neptune et Uranus ne se trouvaient pas réellement à des températures différentes. Elles sont pratiquement identiques. Cela ne semble pas tout à fait logique, car Neptune reçoit moins de lumière solaire qu'Uranus. Alors, le mystère de ces étranges tempêtes pourrait-il détenir la clé permettant d'élucider le skund, celui de ces étranges températures? Voyons voir. Bien sûr, les scientifiques se sont immédiatement penchés sur ce cas. Et il s'avère que Neptune aime bien frimer en ce qui concerne la chaleur.
Les mesures prises par Voyager révèlent que celle-ci émet plus du double de chaleur qu'elle n'absorbe du Soleil. C'est comme si Neptune se réchauffait elle-même d'une manière ou d'une autre, égalant le niveau de chaleur d'Uranus. C'est plutôt intriguant, n'est-ce pas? Mais voici un rebondissement. Neptune n'est pas la seule rebelle dans le groupe des planètes géantes. Jupiter et Saturne émettent également presque le double de la chaleur qu'elles reçoivent, tout comme Neptune. Donc Uranus est le seul mouton noir dans cette histoire. C'est comme un marathon d'échauffement, où Jupiter remporterait l'or, Saturne arriverait en seconde position, puis Neptune, et Uranus ne serait tout simplement pas sur le podium. Curieux, n'est-ce pas? La raison de tout cela pourrait être qu'Uranus manque d'une source de chaleur interne significative, contrairement à ses homologues. Mais quelle est exactement cette source de chaleur interne? En termes simples, c'est la chaleur qui reste de l'époque où le système solaire a été formé et où les planètes se formaient. Sur Neptune, et aussi sur Jupiter et Saturne, cette chaleur supplémentaire provient d'une chose appelée contraction gravitationnelle. Imaginez la planète se rétrécissant lentement à cause de la gravité qui attire tout vers l'intérieur. Au fur et à mesure qu'elle rétrécit, la matière qui tombe transforme son énergie potentielle en énergie thermique, laquelle s'échappe ensuite de la planète. Alors, pourquoi Uranus manque-t-elle de cette source de chaleur interne? Eh bien, quelque chose d'étrange a dû se produire durant les premières années d'Uranus. Peut-être une collision qui l'aura fait pivoter sur le côté? Cet événement aurait pu perturber le processus, laissant Uranus sans source de chaleur interne significative. Voici une autre idée assez cocasse. Au lieu de libérer de la chaleur depuis l'intérieur à un rythme régulier, ces planètes gelées pourraient simplement avoir d'impressionnants rots de chaleur. Oui, vous avez bien entendu. Uranus pourrait se trouver dans une phase calme, tandis que Neptune vient de lâcher un rot tonitruant. Ils pourraient être comme des épisodes de convection, lesquels se produisent à des moments spécifiques, mais sont séparés par de longues périodes de temps. Un peu comme le hockey. Mais tant que nous n'avons pas observé l'un de ces épisodes en action, nous ne pouvons pas être sûrs que cette théorie soit vraie. Une autre théorie prétend que cela pourrait être simplement une question d'âge. La quantité de chaleur qu'une planète dégage dépend principalement de sa longévité et de la rapidité, ou de la lenteur à laquelle elle libère cette chaleur. Par exemple, une planète plus âgée a tendance à être plus froide. Il existe également une théorie assez folle concernant la pluie. Sur ces géantes gazeuses pourrait pleuvoir une sorte de pluie d'hélium. Et peut-être qu'elle pourrait affecter la quantité de chaleur libérée. Nous ne le savons pas encore avec certitude. Puis finalement, revenons à nos tempêtes mystérieuses. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ces vents sont extrêmement violents, et la température pourrait jouer un rôle dans tout cela. Le froid extrême qui règne sur ces planètes crée les conditions d'une très faible friction. Elle permettrait au vent de se déplacer à des vitesses extrêmes. En d'autres termes, contrairement à la Terre, qui a des montagnes et des obstacles qui ralentissent les vents, les géantes gazeuses ont une surface lisse. Mais voici la partie vraiment digne d'intérêt. Ces tempêtes pourraient-elles être liées à la chaleur à l'intérieur des planètes? Eh bien, il pourrait y avoir un lien, mais c'est un équilibre délicat. Pour percer ces secrets, nous devons creuser à l'intérieur des planètes des choses comme leur masse, la taille de leur noyau, ainsi que leur densité. Heureusement, la sonde Juno de la NASA s'occupe de collecter des données gravitationnelles de première qualité sur Jupiter, nous aidant à recréer leurs impressionnantes structures. Les simulations informatiques nous ont donné une idée alléchante. Les vents sur ces géantes de glace pourraient ne sévir que dans les couches supérieures de leurs atmosphères. Un peu comme si ton voisin donnait une boum à l'étage. Cela suggère que les vents supersoniques que nous observons sur Uranus et Neptune sont causés, du moins en partie, par la libération de chaleur lorsque des choses comme l'eau se condensent. Comprendre tous ces effets déconcertants n'est pas une mince affaire. Voyez-vous, une seule année sur Neptune a une durée phénoménale de 165 années terrestres. C'est comme attendre des siècles pour voir les saisons changer. Ainsi, l'étude du cycle saisonnier de Neptune nécessite une incroyable patience de la part des astronomes. Alors, attendons de voir comment cette histoire se déroulera dans le futur. Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles, qui flottent librement, sont appelées planètes errantes. Elles se déplacent autour du centre galactique. D'autres orbitent autour d'une étoile haute, ou de deux. C'est dans les années 1990 que les astronomes ont découvert des exoplanètes pour la première fois. Depuis, ils en ont trouvé des milliers. Et maintenant, tu peux aussi y jeter un coup d'œil. Attention, spoiler, certaines exoplanètes sont plutôt bizarres.
tandis que d'autres ressemblent à notre planète natale et pourraient probablement accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont récemment découvert que ce monde pourrait être encore plus semblable à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant. Elle n'est que 17% plus massive que notre planète. Elle tourne autour d'une étoile qui est moins lumineuse et moins massive que le Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide, et donc de la vie, puisse exister sur la planète. Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile mère. Cela signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence, tandis que l'autre est toujours dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète avait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et complète une orbite en 11 jours terrestres. Les radiations de l'étoile pourraient arracher l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima Centauri b ait de l'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'univers, c'est à un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. Toutefois, on ne sait toujours pas si Gliese 832c est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre énorme. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile hôte qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que Gliese 832c a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche. Une autre planète semblable à la Terre, TOI 700d, se trouve à 100 années-lumière de nous dans la constellation de la Dorade. Elle est en orbite autour d'une petite étoile naine plutôt froide qui a environ 40% de la masse et de la taille du Soleil. La température de sa surface est 2 fois moins élevée que celle de notre étoile. La planète la plus éloignée, qui est justement TOI 700d, a presque la taille de la Terre. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile mère. Aucune éruption provenant de TOI 700 n'atteint la planète, ce qui augmente les chances que l'exoplanète soit habitable. Cela signifie qu'elle peut potentiellement développer et maintenir la vie. Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les conditions exactes à la surface de la planète. Mais l'une des simulations informatiques qu'ils ont créées montre une planète recouverte d'un océan. Elle possède une atmosphère très dense, dominée par le dioxyde de carbone. Les astronomes pensent qu'une atmosphère similaire entourait Mars lorsqu'elle était une jeune planète. Mais un autre modèle 3D montre TOI 700d comme un monde sans nuages, entièrement terrestre. C'est ce à quoi ressemblerait probablement notre Terre si elle n'était pas recouverte d'océans. Les vents sur TOI 700d s'éloignent du côté sombre de la planète et se rencontrent dans la zone qui fait directement face à l'étoile. Il existe une exoplanète qui se distingue des autres par sa couleur magenta impressionnante. On peut trouver ce monde dans la constellation de la Vierge. La planète s'appelle Gliese 504b. La distance entre cette planète et son étoile mère est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète s'est formée relativement récemment et elle brille encore en raison de sa chaleur. C'est pourquoi sa surface est rosée. À seulement 20 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance dans l'univers, une étrange planète errante flotte à travers notre galaxie, la Voie lactée. Même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant, 4 millions de fois plus fort que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores polaires. Lorsqu'elle a été découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune, ce qui est un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais plus tard, ils ont eu la preuve que l'objet spatial n'était pas assez grand pour être une naine brune. La planète est assurément un mammouth parmi ses pairs. Elle est 1,2 fois plus grande que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que ce champ magnétique exceptionnellement fort aide la planète à produire les aurores polaires. Mais le plus curieux, c'est qu'elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Cela pourrait être dû au fait que la Lune de l'exoplanète aide la planète à créer ces spectacles lumineux.
Si tu voyageais à 20 000 années-lumière de la Terre, tu t'approcherais d'une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Ces étoiles sont très froides et petites. Assez loin de cette étoile froide se trouve une planète. La distance entre ce monde et son étoile haute est si grande que la planète reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides jamais détectées. La température moyenne à la surface de la planète est inférieure à moins 218 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Si tu atterrissais à sa surface, tu ne verrais que des glaciers, des plaines et des montagnes de glace. Et pourtant, les astronomes affirment que la vie pourrait exister profondément sous la surface gelée, car le noyau de la planète est susceptible de générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de sa glace intérieure. Dans ce cas, il pourrait y avoir sur cette planète un énorme océan souterrain, peut-être même grouillant de formes de vie bizarres. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissions est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années, soit presque 3 fois plus que la Terre, qui est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Cela signifie aussi que la planète Genèse s'est formée seulement 1 milliard d'années environ après le Big Bang. La planète est si vieille que ses deux étoiles hautes ont eu suffisamment de temps pour évoluer en une naine blanche et un pulsar faisant presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être impressionnants. L'exoplanète suivante n'est pas comme celle que l'on vient de voir. On l'appelle souvent Super Saturne, car J1407b possède un système colossal d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de notre Saturne. Ce monde bizarre se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule planète que nous connaissions qui a des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si tu plaçais J1407b dans notre système solaire et que tu la substituais à Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. L'exoplanète suivante, appelée WASP-12b, se nourrit de la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse, car son côté éclairé consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace. La planète est géante, 2 fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. C'est probablement la raison principale des températures folles à la surface de cette planète. Elles peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius, soit seulement 2 fois moins que la surface du Soleil. WASP-12b voyage si près de son étoile haute qu'il ne lui faut qu'une journée pour effectuer une orbite. Son côté sombre n'est pas aussi chaud que son côté éclairé, avec seulement 1200 degrés Celsius. En raison de cette différence de température, la vapeur d'eau et les nuages se rassemblent au-dessus de la surface de la planète. De temps en temps, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de la planète se déversent sur son étoile. À environ 4000 années-lumière de la Terre se trouve une exoplanète qui pourrait n'être qu'un gigantesque diamant. Elle fait 5 fois la taille de notre planète, mais n'a besoin que de 2 heures et 10 minutes pour tourner autour de son étoile mère. C'est un pulsar qui tourne à un rythme de 10 000 rotations par minute. La planète est plus dense que toutes les autres que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Elle se compose principalement de carbone, d'une densité si élevée que les astronomes pensent qu'il pourrait être cristallin. Si c'était vrai, cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Sur WASP-76b, il pleut du fer du côté sombre de la planète et la température du côté éclairé monte jusqu'à 2400 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour vaporiser la plupart des métaux. Cette exoplanète est un peu plus petite que Jupiter et située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques si terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite inhabituelle. La distance entre WASP-76b et son étoile mère est 10 fois plus courte que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est pourquoi l'étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. Un côté de WASP-76b fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est toujours complètement dans l'obscurité. Cette exoplanète bleu vif se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Un peu plus grande que Jupiter, elle semble calme et paisible.
Sa couleur bleue pourrait faire penser à notre planète natale, mais cette apparence familière cache la nature horrifiante de la planète. Cette belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent l'atmosphère. La vitesse du vent sur la planète peut atteindre 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Quant à la température, elle peut y monter jusqu'à 870 degrés Celsius, mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde étrange et hostile, il pleut du verre de façon oblique. Probablement pas l'endroit où tu aimerais passer tes prochaines vacances. Notre système solaire pourrait cacher d'autres planètes dans sa poche. Nous connaissons officiellement 8 planètes, mais elles ne sont pas les seules à avoir survécu à la formation chaotique de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Les astronomes disent qu'il y a 3 catégories de planètes dans notre système solaire. Nous appartenons à la première, les 4 planètes rocheuses intérieures qui tournent paisiblement autour du Soleil. Elles sont situées dans la ceinture principale d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter, qui fait partie de la deuxième catégorie. Celle-ci est constituée d'un groupe de planètes situées dans le système solaire externe, les géantes gazeuses. Ces planètes ont d'énormes quantités de glace et de gaz tout autour de ce que les scientifiques pensent être leur noyau rocheux. Le troisième groupe se trouve au-delà de la zone où se trouvent nos planètes locales, quelque part après Neptune. C'est le domaine où l'on trouve des planètes naines comme Pluton, Eris et Sedna, et de nombreux corps spatiaux plus petits comme les comètes. Mais de nouvelles découvertes indiquent que quelque chose d'autre pourrait se cacher dans l'obscurité, en plus des planètes naines et des petits corps spatiaux. Peut-être même une nouvelle planète. Selon les modèles élaborés par les scientifiques, notre système solaire externe comptait autrefois une ou plusieurs planètes rocheuses de la taille de Mars ou de la Terre. Avec le temps, ces roches errantes ont interagi avec les larges champs de gravité de nos géantes gazeuses. Cela les a projetées sur une orbite lointaine, loin du voisinage. La question est de savoir si l'une de ces planètes de la taille de Mars a survécu et pourrait vraiment être quelque part là-bas. Les scientifiques ont réalisé des simulations pour voir ce qui pourrait se passer. Elles ont montré que dans la moitié des cas où les planètes interagissent avec la gravité des géantes gazeuses, elles sont éjectées dans l'espace interstellaire. Dans l'autre moitié, il reste des objets libres de masse planétaire dont l'orbite est similaire à celle des objets de la ceinture de Kuiper. Il n'y a plus qu'une chose à faire, les dénicher. Les astronomes ont trouvé la planète la plus solitaire de l'univers. Ils essayaient de trouver des naines brunes très lointaines, appelées étoiles ratées, car elles ne deviennent jamais assez grosses pour briller. Les étoiles naissent avec de grandes masses, ce qui signifie qu'elles ont aussi une forte autogravité. L'étoile se comprime sur elle-même, cela provoque des températures internes élevées et permet à l'étoile de briller. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé une vagabonde solitaire. La planète est âgée de 50 à 120 millions d'années, et sa température en surface est de 400 degrés Celsius. Comparé aux étoiles, c'est froid. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une étoile naine brune, mais si c'était le cas, elle serait beaucoup plus vieille. Cette planète sans étoiles flotte dans l'espace et passe à seulement 130 années-lumière de notre planète. Notre galaxie, la Voie lactée, fait 100 000 années-lumière de large, donc c'est relativement proche. Ce voyageur solitaire est en fait une géante gazeuse 4 à 7 fois plus grosse que Jupiter. Elle a peut-être été expulsée de son propre système solaire à cause des forces gravitationnelles ou entrant dans l'orbite d'une autre planète, où elle s'est formée loin de son étoile mère. Bien au-delà de Pluton, aux confins de notre système solaire, il existe un corps spatial à peu près aussi grand que Pluton, mais un peu plus froid et beaucoup plus dense. C'est probablement un gros corps rocheux recouvert d'un mince manteau de glace. C'est la planète naine Eris. Pluton et Eris occupent tous deux la ceinture de Kuiper, qui est l'anneau le plus reculé des corps spatiaux glacés qui se trouve au-delà de Neptune. Une journée dure 25,9 heures, assez semblable à celle de la Terre. Mais Eris fait le tour de notre Soleil 3 fois plus loin que Pluton, ce qui signifie que son année est assez longue. 557 années terrestres. Eris a une surface brillante et glacée. C'est l'un des corps les plus réfléchissants de notre système solaire. Il renvoie plus de 95% de la lumière qui le frappe. Quelque part, encore plus loin, il y a un super Saturne, beaucoup plus grand que Jupiter ou Saturne. C'est une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une étoile différente de notre Soleil. Super Saturne se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule exoplanète que nous connaissons avec des anneaux similaires à ceux de Saturne. Elle possède en fait un énorme système d'anneaux, 200 fois plus grand que ceux de Saturne.
Il y a plus de 30 anneaux, chacun d'entre eux ayant un diamètre de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Il existe des vides dans les anneaux, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des satellites intéressants, exolunes, dans les environs. Si ce super Saturne pouvait échanger sa place avec notre Saturne normal, ces anneaux occuperaient complètement notre ciel. Tu pourrais lever les yeux et les voir facilement. La vue serait incroyable, car ils apparaîtraient bien plus gros qu'une pleine lune. Les scientifiques ont trouvé des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Certaines sont denses comme du fer, tandis que d'autres sont aériennes et légères. Et puis, il y a le monde des eaux, un monde humide, plus grand que la Terre et plus petit qu'Uranus, à 40 années-lumière de nous. C'est une planète aquatique entourée d'une épaisse atmosphère, d'un diamètre 2,7 fois supérieur à celui de la Terre et presque 7 fois plus lourde que notre planète. Elle s'est probablement formée dans un endroit plus éloigné de son étoile où il y avait beaucoup d'eau glacée, mais a ensuite migré vers le lieu où elle se trouve aujourd'hui. Sa température en surface est de 230 degrés Celsius, ce qui est trop chaud pour accueillir la vie comme sur Terre. Elle contient également beaucoup moins de roches et beaucoup plus d'eau que notre planète. Imagine une planète sans terre, mais avec des océans sans fin couvrant toute sa surface. Les hautes pressions et températures formeraient des éléments tels que l'eau superfluide ou de la glace chaude, des matériaux assez exotiques que nous ne pouvons pas voir sur notre planète. Gliese 436b. Il s'agit d'une exoplanète de la taille de Neptune, située à 30 années-lumière de notre planète. Elle effectue une orbite complète autour de son étoile en un peu plus de 2 jours. Cette planète défie les lois de la physique. En effet, elle tourne autour de son étoile, qui est plus petite, plus froide et moins lumineuse que notre Soleil, à une distance 15 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Lorsque nous pensons à la glace, nous imaginons un cube gelé, peut-être dans un verre de jus de fruits. Mais cette planète a une surface glacée, même si la température est de 526 degrés Celsius. Cette température est bien supérieure au point de fusion, mais la glace reste solide et brûlante. Cela se produit à cause de la très forte gravité. Elle compresse la vapeur d'eau dans l'atmosphère en glace solide. La pression ici ne permet pas à la glace de fondre, peu importe la chaleur de la surface. Maintenant, imagine être sur une planète mystérieuse et qu'il se mette à pleuvoir tout à coup. Des saphirs et des rubis. Une exoplanète lointaine, une géante gazeuse située à 1000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cygnus et 16 fois plus grande, possède une météo spécifique avec des tempêtes assez violentes. Et donc oui, des rubis et des saphirs sont répartis sur la planète lorsqu'il pleut. Du côté obscur de la planète, il y a une grande quantité de corindon dans l'atmosphère. Et le corindon est le matériau dont sont faites les pierres précieuses comme les saphirs et les rubis. Les nuages de corindon donnent une vue assez incroyable. La planète est en proie à des vents violents qui se transforment souvent en tempêtes puissantes qui poussent d'énormes masses de ces nuages à travers la planète. Bien que celle-ci soit inhabitable, il serait certainement intéressant de venir y ramasser quelques pierres précieuses. Le climat y est tout de même assez sauvage et les températures dépassent les 2500 degrés Celsius. En comparaison, Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et sa température n'est que de 475 degrés Celsius. En regardant l'étendue de l'espace, tu peux voir un beau petit point bleu dans l'obscurité sans fin. Il s'agit d'une exoplanète située à 63 années-lumière de nous, dans la constellation de Vulpecula. Mais elle est beaucoup plus chaude et plus grande que notre maison, environ la taille de Jupiter, et complète l'orbite autour de son étoile haute en seulement 2,2 jours terrestres. Cette orbite est si proche que la planète est très probablement bloquée par les marées. Cela signifie qu'elle montre toujours une seule face à son étoile, comme notre Lune montre toujours une face à la Terre. Le temps ici est fou, les vents soufflent jusqu'à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Le vent le plus rapide sur Terre n'atteint que 370 km/h. Et il y a mieux, la pluie ici n'est pas faite d'eau, mais de verre fondu. Les nuages sont constitués d'atomes et de particules de silicate. Ils sont l'élément clé qui donne à la planète sa couleur bleu cobalt et non pas le reflet des océans, ce qui est le cas de la Terre. Autrefois, la Terre était violette. Aujourd'hui, même lorsque tu nous regardes depuis l'espace, tu vois beaucoup de vert. Le vert que nous voyons dans la nature est dû à la photosynthèse. Le processus par lequel les plantes transforment l'énergie provenant du soleil en énergie dont elles ont besoin pour vivre et pour produire de l'oxygène pour nous. La partie principale du processus qui donne aux plantes leur couleur verte est le pigment chlorophylle. Il y a longtemps, à la place de la chlorophylle, il existait une molécule appelée rétinal.
Ces pigments absorbaient la lumière jaune et verte et la transformaient en rouge et bleu, de sorte que la Terre était plus violette. Et puis il y a une planète rose très loin de nous. 4 fois plus grosse que Jupiter, c'est une exoplanète récemment formée, âgée d'environ 160 millions d'années. À titre de comparaison, la Terre a 4,5 milliards d'années. Si nous pouvions y aller, nous verrions un monde incroyable qui brille par la chaleur de sa formation. Tout ce qui t'entoure serait de couleur magenta. Prépare ta garde-robe, tu vas déménager sur Mercure. Ta mission est de trouver ce que tu dois porter là-bas pour te sentir à l'aise. Alors voilà, Mercure est la planète la plus proche du Soleil dans notre système solaire. Il y fait plutôt chaud, environ 427 degrés Celsius, 2 fois plus que ce que ton four de cuisine peut produire. Tu as besoin d'une combinaison capable de réfléchir la chaleur comme celle-ci. Elle ressemble à du papier d'aluminium pour rôtir les canards. La surface réfléchissante, presque comme un miroir, reflète les rayons de chaleur et empêche ce qui se trouve à l'intérieur de cuire, c'est-à-dire toi. Cette combinaison est conçue pour aller au cœur des volcans sur Terre et peut résister jusqu'à 800 degrés Celsius. C'est 2 fois plus que la température à l'équateur de Mercure. Oh, et apporte une bouteille d'oxygène, sinon tu ne pourras pas respirer là-bas. Et tu dois attacher de lourds poids à tes jambes, Mercure est plus petite que la Terre et la gravité y est presque 3 fois plus faible. Tu dois donc augmenter ton poids de presque 3 fois pour être à l'aise. Il y fait extrêmement froid la nuit, alors tu dois bourrer ta combinaison thermique de matériaux isolants. Mais même cela ne te sauvera pas, car il fait 3 fois plus froid qu'au pôle Nord. En outre, l'atmosphère de Mercure ne te protège pas des radiations solaires aussi bien que celle de la Terre. Tu dois donc porter d'épaisses plaques de plomb sous ta combinaison pour te protéger. Mais la meilleure chose à faire est simplement de quitter cette planète. La suivante est Vénus. Bien qu'on l'appelle la sœur jumelle de la Terre, son paysage est plutôt effrayant. Un désert chaud avec des volcans et des nuages si denses que tu peux à peine voir le soleil. Ces nuages contribuent à l'effet de serre. Vénus est donc la planète la plus chaude du système solaire, 477 degrés Celsius. La combinaison qui réfléchit la chaleur ne t'aidera pas cette fois-ci. La pression atmosphérique ici est 92 fois plus élevée que sur la surface de la Terre. C'est comme si tu plongeais à 920 mètres sous l'eau. L'air de Vénus va donc tout simplement t'écraser. Pour survivre, tu as besoin d'une combinaison hermétique faite de titane et d'un autre matériau tout aussi solide. Sur Terre, nous utilisons une combinaison de plongée atmosphérique comme celle-ci pour pouvoir supporter l'immense pression des profondeurs. C'est comme un mini sous-marin en forme de corps humain. Et il est déjà équipé d'une bouteille d'oxygène. Oui, l'air de Vénus n'est pas seulement irrespirable, il est aussi toxique. La prochaine planète est la Terre. Regarde par le hublot et décide toi-même de ce que tu vas porter aujourd'hui, ok? Allons sur le satellite de la Terre, la Lune. Quelques personnes sont déjà venues ici et elles portaient des combinaisons spatiales assez imposantes. L'essentiel est d'apporter une bouteille d'oxygène. Elle se trouve dans un sac à dos avec le système permettant d'assurer ta survie. Même s'il y fait froid, il n'y a pas d'atmosphère, c'est presque le vide. Et il n'y a pas de particules d'air, donc tu gardes ta chaleur un petit moment. Tu ne gèleras pas instantanément. Ta combinaison elle-même doit être hermétique et conserver une certaine pression atmosphérique à l'intérieur. Plus la pression est faible, plus la température à laquelle un fluide se mettra à bouillir est basse. Dans l'espace, les fluides de ton corps peuvent s'évaporer en quelques secondes. Comme ce n'est pas souhaitable, tu dois porter une combinaison spatiale. Cela te sauvera aussi des dangereuses radiations solaires. La Lune est sans défense contre cela, et la gravité ici est 6 fois plus faible que sur Terre. Tu peux donc sauter 6 fois plus haut et soulever des choses 6 fois plus lourdes. Prendre un peu de poids sur toi est une bonne idée si tu ne veux pas te sentir aussi maladroit que les premiers astronautes. Prochain arrêt, Mars. En été, tu pourras te promener ici en short et en t-shirt. La température la plus élevée enregistrée est d'environ 35 degrés Celsius. En période plus froide, tu devrais porter un pull et une veste chaude, peut-être même 2. La température moyenne est légèrement plus basse qu'au point le plus froid de la Terre. Mais la pression atmosphérique est assez frustrante. Elle est 170 fois inférieure à celle à laquelle nous sommes habitués. Prends l'altitude à laquelle les avions commerciaux volent sur Terre. Multiplie-la par 3. Les conditions qui règnent dans ces hauteurs sont très similaires à celles de Mars. Il y fait froid et il n'y a pas d'oxygène. Sans combinaison spatiale, tu ne tiendrais que 2 minutes sur Mars. Tu as donc besoin d'une combinaison spatiale hermétique en permanence si tu veux te promener sur cette planète. Les scientifiques de la NASA préparent une nouvelle génération de combinaisons spatiales qui permettront aux astronautes de grimper, ramper et se pencher sans difficulté.
Tu te sentiras comme un véritable athlète à la surface de Mars. La gravité y est 3 fois plus faible que sur Terre. Tu pourrais donc facilement y soulever un animal de la taille d'un tigre. N'oublie pas de lui mettre à lui aussi une combinaison spatiale, bien sûr. Maintenant, nous volons à travers la ceinture d'astéroïdes, plus loin dans l'espace, et nous arrivons sur Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, et c'est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide, donc tu ne peux même pas t'y tenir debout. En théorie, tu pourrais sauter dans Jupiter, mais tu continuerais à tomber jusqu'au cœur de la planète. Imagine que tu te tiennes sur une plateforme juste au-dessus de sa surface. La première chose que tu ressentirais est la force de gravité. Elle y est 2,5 fois plus forte. Tu sens qu'elle te tire vers le bas et tu peux à peine sauter. Ce serait donc sans doute une bonne idée d'équiper ta combinaison spatiale d'un exosquelette afin de soutenir ton corps et de t'aider à te déplacer. De plus, il fait incroyablement froid ici. Tu sentiras un froid d'environ moins 145 degrés Celsius à la surface des nuages de cette géante gazeuse. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est le vent qui souffle constamment. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1450 km/h. C'est presque 2 fois supérieur à la vitesse des avions commerciaux sur notre planète. Ce genre de vent froid va instantanément balayer la chaleur de ton corps. Ta combinaison spatiale doit donc être très épaisse et très chaude. Mais la pression au sommet de ces nuages est presque la même que sur Terre. Techniquement, tu pourrais même enlever ton casque ici si ce n'était le manque d'oxygène et le froid intense. Peut-être que Saturne nous réserve de meilleures conditions. Une autre géante gazeuse. La force gravitationnelle ici est presque la même que sur Terre, donc rien ne pourra restreindre tes mouvements. À l'exception d'une combinaison spatiale massive. Il fait encore plus froid ici que sur Jupiter, et la pression y est la même qu'à environ 5 mètres sous l'eau sur Terre. Ta combinaison spatiale te permettra donc non seulement de respirer et de rester au chaud, mais aussi de garder tes tympans intacts. Hé, accroche-toi bien, tu as failli être emporté par une rafale de vent de plus de 1770 km/h. Ce n'est pas inhabituel sur Saturne. Sur Terre, ce genre de vent pourrait te faire passer d'une côte des États-Unis à l'autre en seulement 2h30. La seule option pour se réchauffer ici est de sauter vers le centre de la planète. Plus tu t'approches du noyau, plus il fait chaud. Mais la pression augmente à une vitesse phénoménale. En seulement quelques secondes de chute libre, même la combinaison en titane la plus résistante sera écrasée. Rendons-nous maintenant sur une surface solide, Titan, la lune de Saturne. Elle fait 1,5 fois la taille de notre lune et est 80% plus lourde. Et sa surface est principalement composée de glace d'eau et de roches. La pression y est un peu plus élevée que sur Terre. Tu n'y ressentirais aucune gêne s'il ne faisait pas extrêmement froid. Titan est 9,5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Notre étoile peut donc à peine réchauffer cette lune. L'air y est principalement composé d'azote, tout comme sur Terre. Mais l'oxygène y est complètement absent. Il est donc impossible de respirer sans combinaison spatiale. Il y a peut-être un énorme océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne réchauffe suffisamment le noyau de cette lune pour faire fondre sa glace. De plus, elle doit être extrêmement salée, ce qui signifie qu'elle peut rester liquide même à très basse température. Les 2 planètes suivantes sont Uranus et Neptune. Uranus détient le record de la planète la plus froide de notre système solaire. La température y est d'environ moins 224 degrés Celsius. Alors rapporte la combinaison spatiale la plus chaude que tu aies dans ton armoire. On dit que si tu sautes au centre d'Uranus, à un moment donné, la pression devient si élevée qu'elle transforme l'hydrogène en une croûte de glace. Et si tu descends encore plus bas, tu peux voir son noyau rocheux. Neptune, quant à elle, détient le record des vents les plus forts du système solaire. C'est une géante de glace, tout comme Uranus. Le code vestimentaire ici est donc assez classique. Une combinaison spatiale super chaude, un réservoir d'oxygène et un système de chauffage. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de combinaison spatiale qui te permettrait de survivre sur une géante gazeuse. Mais si tu arrives jusqu'au cœur de Neptune, tu y auras trop chaud. Sa température est presque la même que celle qui règne à la surface du Soleil. Nous voyageons dans l'espace à la vitesse de la lumière. Le trajet de la Terre au Soleil à cette vitesse ne prendra que 8 minutes. Mais il nous faudra environ 35 ans pour atteindre notre destination. Ce qui est, soit dit en passant, encore très rapide. En comparaison, une fusée classique mettrait environ 600 000 ans pour faire le trajet. Et nous voilà arrivés. C'est un système stellaire étrangement très similaire au nôtre. Et nos scientifiques soupçonnent que la vie pourrait exister ici, tout comme sur Terre. Une naine rouge, qui fait 30% de la taille et du poids du Soleil, se trouve au cœur de ce système stellaire. Mais ce sont les planètes en orbite autour de l'étoile qui nous intéressent ici.
La première d'entre elles est L9859b. Sa taille la situe quelque part entre la Terre et Mars, mais elle est très légère. Elle fait seulement la moitié de la masse de Vénus. Toutefois, la vie est impossible sur cette planète rocheuse. Elle est trop proche de l'étoile et elle est si chaude que tu brûlerais ton gâteau si tu essayais de le faire cuire à sa surface. Elle fait environ 100 degrés de plus que la température maximale de ton four. Cette planète fait un tour complet autour de son étoile en seulement 2 jours, contre 365 pour la Terre. Et elle reçoit 22 fois plus d'énergie de son Soleil que nous en recevons d'une autre. Il n'y fait donc pas seulement chaud, il y a aussi énormément de radiations dangereuses. La planète suivante se trouve à 4,6 millions de kilomètres de son étoile hôte. C'est 13 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Et elle accomplit une révolution complète autour de son étoile en 3,7 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette planète est 30% plus grosse que la Terre et 2 fois plus lourde. Elle appartient donc à la classe des planètes dites super-Terre. Ces planètes peuvent être riches en glace d'eau, en méthane et en hydrogène. Ce sont certains des éléments nécessaires à la vie. De nombreux scientifiques pensent que c'est sur de telles planètes que des civilisations extraterrestres pourraient vivre. Mais en raison de son grand poids, cette planète a une grande force gravitationnelle. Il se peut donc que ces civilisations soient dans l'impossibilité de s'envoler dans l'espace, car il est plus difficile d'échapper à la force d'une super-Terre. Cependant, son environnement n'est pas propice à la vie, car elle est encore trop proche de son étoile hôte. Tout comme dans notre système solaire, les 2 planètes les plus proches sont trop chaudes, mais la 3e planète semble plus prometteuse. L9859d. Elle est presque 2 fois plus lourde que la Terre et 50% plus grosse. Les scientifiques ont calculé qu'environ un tiers de sa masse pourrait être composée d'eau. À titre de comparaison, l'eau sur Terre ne représente que 0,02% de sa masse totale. La présence d'eau est la principale condition pour que la vie apparaisse quelque part. Mais nous ignorons où cette eau se trouve. Il se peut qu'elle soit à la surface, mais les températures élevées peuvent transformer les grands océans en de gigantesques nuages de vapeur. L'eau pourrait aussi se trouver en dessous de la surface, dans les couches souterraines. Nous ne pouvons pas encore le savoir avec certitude. Passons donc à la planète suivante de ce système stellaire. Cette planète, récemment découverte, fait partie de la classe des super-Vénus, L9859e. C'est une planète rocheuse qui fait 3 fois la taille de la Terre. La classe super-Vénus signifie que la planète est assez lourde pour avoir une atmosphère. Mais les conditions qui y règnent ressemblent à celles que l'on trouverait dans une serre. Différents gaz y remplissent l'atmosphère. Les rayons solaires traversent ces gaz jusqu'à la surface de la planète, où ils se reflètent et repartent vers le haut. Mais la densité des différents gaz ne les laisse plus quitter l'atmosphère. La planète devient donc de plus en plus chaude, c'est l'effet de serre que nous essayons si fort d'éviter sur Terre. En plus de cela, le vent stellaire entraîne la vapeur d'eau et d'autres éléments des couches supérieures de l'atmosphère dans l'espace. La vie ne peut pas exister sur une telle planète, et elle ne pourrait jamais y apparaître. Tout comme sur Vénus, la sœur jumelle de la Terre. Jusqu'à présent, toutes les planètes que nous avons examinées sont en dehors de la zone habitable de l'étoile hôte. Cette zone se trouve à une distance parfaite de l'étoile, pas trop près pour que la planète ne soit pas trop chaude et que l'eau ne s'évapore pas instantanément, et pas trop loin pour que la planète ne ressemble pas à un désert glacial. Les planètes B, C, D et E sont trop proches de l'étoile hôte. Mais il y a une autre planète hypothétique dans ce système stellaire située juste dans cette zone. Cette potentielle super-Terre serait 2,5 fois plus lourde que notre planète à nous. Nous avons donc l'espoir qu'il s'agisse d'un monde rocheux, tout comme les autres planètes de ce système stellaire. Le poids de la planète F est suffisant pour qu'elle possède une atmosphère dense, et la température à sa surface devrait permettre la présence d'eau sous forme liquide. La planète fait un tour complet autour de son étoile hôte en 23 jours, ce qui signifie littéralement que c'est le nouvel an toutes les 3 semaines. Il est cependant peu probable qu'il y ait là-bas une civilisation qui le célèbre. En effet, l'existence même de cette planète est très incertaine, et nous n'en avons pas encore eu de preuves directes. Toutes les autres planètes ont été découvertes par la méthode du transit. C'est lorsque nous pointons nos télescopes directement sur une étoile et que nous observons ces changements de luminosité. Lorsqu'il y a une légère baisse de la luminosité de l'étoile, c'est qu'une planète est passée entre nous et celle-ci, comme ce point-ci. Nous disposons alors d'un court laps de temps pendant lequel la planète se trouve devant l'étoile pour déterminer sa taille et sa vitesse. Il nous arrive parfois d'observer de tels transits de Mercure et de Vénus sur le disque solaire. Et il y a au moins 29 planètes potentiellement habitables dans l'espace lointain qui pourraient observer notre Terre de la même façon. Environ 1715 étoiles, dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière, sont parfaitement situées pour cela.
Chaque étoile a des planètes autour d'elle, mais seules 29 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. Il pourrait donc vraiment y avoir de la vie et une civilisation extraterrestre intelligente là-bas. Si c'est le cas, ils pourraient pointer leur télescope vers le Soleil et voir un petit point traverser son disque. Et cela pourrait faire 5000 ans au moins qu'ils font ces observations. Ils pourraient donc savoir comment notre civilisation est née et comment nous avons évolué. De plus, ces planètes sont suffisamment proches pour capter nos signaux radio et même nos émissions de télévision. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Les signaux radio voyagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Nous maîtrisons cette technologie depuis environ 100 ans. Donc, s'il y a vraiment une civilisation quelque part dans l'espace, nous capterions aussi leur signal. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Nous n'avons donc aucune preuve de l'existence de la vie sur ces planètes. La découverte d'un système stellaire comme L9859 est très importante pour nous, car nous sommes toujours à la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Et les planètes de classe Super-Terre sont encore mieux adaptées à l'origine de la vie que la planète Terre elle-même. De telles planètes sont parfois appelées superhabitables. Certains scientifiques pensent donc que la Terre est un bon endroit pour la vie, mais pas le meilleur. Une planète superhabitable devrait être 30% plus grande que la Terre et 2 fois plus lourde. En raison de cela, sa gravité serait supérieure, son atmosphère plus dense et sa concentration d'oxygène plus élevée. Ainsi, sa température atteindrait une moyenne idéale de 25 degrés Celsius. La végétation pourrait s'y développer. De plus, une gravité plus forte rendrait la surface de la planète plus plane. Il pourrait donc y avoir plus d'océans que sur Terre, et la vie aquatique y serait beaucoup plus diversifiée. L'étoile haute joue aussi un rôle très important. Elle doit être plus petite que le Soleil. Plus l'étoile est grosse, plus elle brûle de son combustible. Cela signifie que la durée de vie d'une grosse étoile est relativement courte. Par exemple, la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années, mais une naine rouge peut vivre jusqu'à 30 milliards d'années. Plus de temps, plus d'opportunités pour que la vie apparaisse et évolue. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 24 de ces planètes, mais cela ne signifie toujours pas qu'il y a vraiment de la vie à leur surface. Mais certains savants pensent qu'il y aurait déjà au moins 36 civilisations avancées dans notre galaxie, en plus de celles de la Terre. Ils ont cherché des mondes similaires sur la carte des étoiles. D'abord, nous trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil parmi environ 100 milliards d'étoiles dans toute la galaxie. Ensuite, nous choisissons parmi elles celles qui sont riches en fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite et aident les planètes qui les entourent à acquérir un noyau ferreux et à devenir semblables à la Terre. Maintenant, nous choisissons des étoiles relativement jeunes parmi elles, parce que lorsqu'elles vieillissent, elles se dilatent et absorbent les planètes qui les entourent, ou elles les brûlent tout simplement. Une dernière chose, trouvons dans ce groupe les planètes qui se situent dans la zone habitable de l'étoile. Et voilà, 36 mondes sont peut-être habités par une civilisation inconnue. Mais nous n'en serons sûrs que lorsque nous entrerons en contact avec eux.